Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé et culture font partie des thèmes qu'on va développer aujourd'hui. Voici les titres du JT. C'est parti pour la 3e dose de vaccin. Les plus de 65 ans et les personnes prioritaires peuvent réserver un rendez-vous sur Internet ou profiter des créneaux sans rendez-vous. 92 grammes pour 20 cm, Patapon est né à Sarreguemines. La peluche à l'emblème de la ville est accessible à la vente et offerte à chaque nouveau-né sarregueminois. Un distributeur automatique pour des plats de restaurant, c'est un concept original mis en place à Beach par le restaurant au Relais des Bois. Des figurants pour un film tourné au Simserhof. Le site touristique de Sirstal a été sélectionné par la grande région qui y a tourné une vidéo promotionnelle. La technologie s'invite au musée de la faïence pour un dîner d'exception, du vidéomapping dans votre assiette pour tout savoir sur l'histoire de la faïencerie et les pièces maîtresses de la collection du musée. Étape à Rolbin pour le festival Euroclassique, c'était un duo féminin avec une violoniste et une pianiste pour un concert intimiste. Et on parlera aussi de la formation des futurs professeurs des écoles et plus particulièrement de la réforme. Ça sera avec notre invitée du jour, Florence Soriano-Gaffiuc. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Je vous donne la parole tout à l'heure. Côté mag aussi, on y a tous joué un jour et certains continuent. On plongera dans l'univers des Lego. Et puis, place d'abord à l'actu, 2 doses de vaccin et ensuite, certains ont droit à une 3e dose depuis fin août suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les publics cibles sont majoritairement âgés. Explication détaillée dans ce reportage d'Uranie Tozic. Le centre de vaccination du CHS voit encore passer des patients pour la première injection, la 2e, mais aussi depuis fin août, la 3e dose. Les personnes prioritaires sont plutôt âgées, mais pas que. Alors, cette 3e dose concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, avec une priorité sur les personnes de plus de 80 ans. Cela concerne aussi les personnes en EHPAD et en unité de soins longue durée. Cela concerne aussi des publics spécifiques, particulièrement vulnérables. On pense aux personnes sévèrement immunodéprimées, aux personnes qui ont des fortes chances de développer une forme grave en cas de Covid. Voilà, des publics très spécifiques avec une indication médicale. Mais il faut attendre 6 mois après la 2e injection pour en bénéficier. Au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et à l'hôpital de Beach, les personnes éligibles peuvent s'y rendre sur les créneaux sans rendez-vous. Et on a eu en pratique des personnes pour cette 3e dose dès début septembre. On en a eu quelques-unes fin août et dès début septembre, on a commencé à injecter entre 10 et 25 doses, 3e dose par jour. Si vous souhaitez tout de même prendre rendez-vous, les plateformes de réservation sont les mêmes qu'auparavant. En revanche, les créneaux d'ouverture devraient être réduits dans les prochains jours car la demande est moins forte et le personnel doit regagner les services de l'hôpital. Est-ce que les 2 premières doses de vaccin ont permis à la population de retrouver une vie d'avant pandémie? On a donné la parole aux personnes âgées de plus de 65 ans qui peuvent recevoir leur 3e injection. Est-ce que le vaccin, ça vous permet de vivre plus sereinement? Oui. Oui, je pense que c'est une sécurité, quoi. Je suis un peu rassurée. Bon, on est plus tranquille, c'est certain. Quand on est vacciné, bon. Mais ça n'empêche que nous prenons quand même toujours nos protections. On se protège. Donc ça veut dire masque, etc. Masque, distanciation, on évite la foule. Est-ce que votre vie a un peu changé depuis que vous êtes fait vacciner, depuis le mois de mars? Non, rien n'a changé pour moi. Pas de différence. Pas de différence par rapport à avant. Les mêmes relations sociales qu'avant, quoi. Hein. Pour le moment, on fait quand même attention. Enfin, nous sommes des personnes âgées, il faut faire attention, quoi. Je fais mon train de vie comme avant. Avant que vous soyez vacciné, vous aviez rencontré vos petits-enfants, par exemple? Du tout. Ok. Du tout. Déjà, ils sont loin, mais pas du tout. Et depuis? Et depuis, voilà, ma petite fille, oui, quand même. Oui. Santé toujours, cette fois côté récolte de fonds. Annulée dans plusieurs secteurs, l'opération Une rose, un espoir s'est déroulée d'une autre manière cette année dans le Pays de Beach. Pas de porte-à-porte pour les motards, mais de la vente de roses sur des points fixes. Cette formule a tout de même été une réussite. Elle a permis de récolter plus de 60 000 € dans le Pays de Beach. Quelques 360 bénévoles ont été mobilisés pour cette édition et près de 10 500 roses ont été vendues. La totalité des dons sera reversée à la Ligue contre le cancer. La 22e édition devrait avoir lieu les 2 et 3 avril 2022.
Sarreguemines, ville d'eau, a la chance d'accueillir plusieurs hérons et depuis quelques jours, cette réalité se vérifie davantage. 1500 nouveaux spécimens viennent de renforcer les effectifs, mais à la différence de leurs congénères, ils ne volent pas, si ce n'est de bras en bras. Reportage de Guillaume Dumonteil. 20 cm de haut pour un poids de 92 grammes, de couleur bleu clair avec le bec et les pattes jaune orangé, voici Patapon, le héron. Même si vous ne l'avez encore jamais vu, son nom vous est certainement familier. En effet, qui n'a jamais entendu la chanson populaire « Il était une bergère ». Petit Patapon est déjà dans notre imaginaire, tout comme d'autres membres de sa famille, hérons. C'est un animal qu'on retrouve souvent au centre des histoires, des fables de La Fontaine, des histoires pour les enfants. Et comme l'être humain aime naturellement tout ce qui se raconte et tout ce qui construit les histoires, eh bien, je crois que le héron sera à la hauteur de nos attentes. Depuis 2015, le héron est l'emblème de la ville de Sarreguemines. Un choix naturel, étant donné que cet animal fait partie du paysage, on le voit régulièrement se livrer à son activité préférée, la pêche. Le héron existe désormais en peluche, ce qui permet de l'approcher plus facilement. 1500 exemplaires de Patapon ont été commandés par la ville. La peluche est désormais offerte à chaque nouveau-né sarregueminois lors de la déclaration en mairie. Patapon a également fait son entrée dans les crèches du Marmouset, du Petit Prince et de la Bulle Enchantée. Et le grand public peut également l'acquérir à l'office de tourisme et dans les boutiques des musées. La peluche Patapon est vendue au prix de 9,50 €. En cette période de rentrée, autant mettre toutes les chances de son côté. Actuellement, les écoliers sont invités à se rendre dans les églises pour faire bénir leur cartable. Une tradition respectée notamment à Sarreguemines, à l'église Saint-Nicolas. Les enfants espèrent ainsi avoir davantage de réussite à l'école. Le prêtre les a néanmoins mis en garde contre la mauvaise ambition, celle qui consiste à dominer l'autre. On n'arrête pas le progrès, les distributeurs automatiques sont de plus en plus nombreux dans les communes. Alors il n'y a pas que les boulangers et les bouchers qui les utilisent, les restaurateurs aussi s'y mettent. C'est le cas de Denis Hoff, restaurateur à Sturzelbronn. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une nouvelle expérience pour Denis Hoff. Restaurateur depuis plus de 31 ans à Sturzelbronn, il a décidé d'investir dans un distributeur automatique. Il l'a installé sur le parking du bricomarché de Bitche. C'est suite au confinement, étant donné qu'on a fait pas mal de traiteurs durant tout le confinement, alors je cherchais une autre solution. Alors j'ai passé un jour au bricomarché, j'ai vu les deux machines. Alors j'ai dit tiens, je vais nous discuter avec le patron et puis il m'a dit qu'il y avait de la place pour une troisième si j'ai envie. À l'intérieur, des plats sortis de sa cuisine pour attirer une nouvelle clientèle. Il est en constant lien avec la machine qui l'avertit des ventes, de sa température intérieure et des possibles dysfonctionnements. Denis fera donc l'aller-retour pour pouvoir le réapprovisionner. Ce dispositif a demandé un investissement de plus de 20 000 €. Il a pour principal but d'augmenter son chiffre d'affaires, impacté par la crise sanitaire. La technologie entre aussi de plus en plus dans les musées. Du côté du musée de la Faïence à Sarreguemines, c'est une création de mapping vidéo qui est désormais visible dans votre assiette. Reportage de Thomas Drouin sur des images d'uranitosique. Après le casino des faïenceries, c'est le musée de la faïence à Sarreguemines qui est sous les projecteurs du mapping vidéo. Une technique consistant à projeter des images sur un bâtiment ou un objet. Ici, c'est une table avec ses assiettes qui sert de support à la composition de la compagnie La Bande Passante. Un travail débuté en 2019 qui met en valeur les collections du musée. Le musée de la faïence de Sarreguemines possède un fonds immense et souvent ignoré, un fonds papier, un fonds iconographique magnifique. On va retrouver les pièces de collection, les assiettes historiées, les plats, tous nos visuels d'archives. On va aussi retrouver des projets de panneaux, des estampes qui pour des raisons de conservation ne sont habituellement pas montrés au public. L'ensemble de la composition dure 15 minutes. Elle passe de l'histoire de la faïencerie aux pièces majeures de la collection du musée en s'arrêtant sur certains détails qui s'animent et passent d'une assiette à l'autre. Ce mapping vidéo n'a rien d'éphémère, il est désormais intégré à la visite des collections et est donc visible aux horaires d'ouverture du musée. C'est l'occasion pour tous les visiteurs de passer à table.
Coup de pouce aux artisans, dimanche vous avez rendez-vous à Philippsbourg. La commune vous propose un marché artisanal nocturne de 10h à 21h avec aussi de la restauration et une animation musicale pour finir en apothéose avec un feu d'artifice à 21h. Le Simserhof est lui sous les feux des projecteurs. Un tournage avec des figurants a eu lieu dans le site touristique de Sirstal. C'est un projet vidéo de la grande région. Explication de Morane Grandcola. Chacun à côté de moi. D'accord. Ça va Vitesse normale, mais jamais regarder dans la caméra. Nous voici sur le site du Simserhof de Sirstal. Ceci n'est pas une visite ordinaire et ces visiteurs ne sont d'ailleurs pas de simples visiteurs. Ce sont des figurants qui apparaîtront dans une vidéo promotionnelle de la grande région. En règle générale, depuis des années, on fait un peu la visite de tous les forts du coin. Et lorsque j'ai vu l'annonce, je me suis dit, après tout, c'est une nouvelle expérience, pourquoi pas essayer? On va certainement voir des choses que nous n'avons pas encore découvertes. Et justement, c'est là tout le but pour la grande région. Faire découvrir la culture et le patrimoine de ces territoires à travers des contenus digitaux. Les lieux touristiques emblématiques de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre, de la Lorraine, du Luxembourg, de la Wallonie et de l'Est de la Belgique feront donc l'objet de courtes vidéos de présentation qui seront bientôt visibles sur le site internet de la grande région. Sur notre secteur, ce sont les sites du Simserhof de Sirstal et le CIAV de Meisenthal qui ont été sélectionnés par Moselle Attractivité pour leur histoire et leur patrimoine. Le festival Euroclassique continue dans sa lancée. Dimanche, un concert classique a eu lieu à la salle socioculturelle de Rolbin. C'est un duo de musiciennes qui a animé les lieux, l'une au piano et l'autre au violon. Retour sur cet événement avec Thibaut Desmerlet. Les cordes du violon et les touches du piano ont résonné dans la salle communale de Rolbin. La violoniste Magdalena Geka se produit dans les salles européennes les plus prestigieuses. Kristina Rokashevich, quant à elle, est une étoile montante parmi les pianistes estoniens. Ensemble, elles ont joué des compositions du letton Peteris Vask ou encore du finlandais Jean Sibelius. Et il est temps maintenant de donner la parole à notre invité du jour. Évolution et réforme, l'INSPE forme les futurs professeurs des écoles. Alors c'était l'IUFM, ça a été l'ESPE, aujourd'hui ça s'appelle l'INSPE, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Je me permets de le préciser parce qu'à force, on en perd son latin, ça change de nom tout le temps. Vous aussi, vous devez y perdre votre latin, Florence Soriano-Gafiuc, et notamment maintenant, en ce moment, avec la réforme. Concrètement, qu'est-ce qui change dans les INSPE ? Oui, alors d'abord, juste pour relever votre remarque, effectivement, on n'arrête pas de changer d'institution. Si on remonte avant les IUFM, c'était les écoles normales, et les écoles normales ont duré 200 ans. En 1833, elles ont été créées. Là, on est loin de cette période-là où, effectivement, chaque fois qu'il y a un nouveau président de la République, on a une nouvelle institution, parce que les enjeux sont très forts. Alors, qu'est-ce qui change cette fois-ci ? On va dire sur le plan institutionnel ou organisation de la formation, il y a un déplacement du concours. Le concours, il était à la fin de la première année de master et maintenant il est à la fin de la deuxième année de master. Et ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que les jeunes deviennent fonctionnaires stagiaires un an plus tard. Donc jusqu'à présent, la deuxième année de master, ils étaient payés à temps complet. La moitié du temps, ils étaient en responsabilité dans les classes et l'autre moitié du temps, ils étaient payés pour suivre les cours à l'INSPE ou à l'ESPE ou à l'UFM. Et s'ils ne venaient pas, c'était d'ailleurs retenu sur salaire. Mais maintenant, ça n'existe plus puisqu'ils sont stagiaires, ils ne sont pas encore professeurs stagiaires. Maintenant, ils sont enseignants contractuels à tiers-temps. Donc, ils ne sont pas encore entrés dans la fonction publique. Ce qui signifie d'abord qu'ils sont payés à tiers-temps, puisqu'ils ne sont plus payés pour suivre la formation. Donc ils passent grosso modo de un peu plus de 2 000 € bruts à peu près 850 € bruts.
Des chiffres qui parlent. Alors, cette réforme, est-ce qu'elle concerne uniquement cet aspect, c'est-à-dire le statut, finalement, du futur professeur des écoles, ou est-ce que ça joue aussi sur le contenu de la formation ? Alors, bien entendu, il y a également un impact sur le contenu de la formation. Donc, tout ce qui est fondamentaux, les mathématiques, le français, mais aussi les valeurs de la République, tout ce volet-là de formation a été renforcé. Et ensuite, il y a aussi des mesures qui sont sur les formateurs qui interviennent devant les élèves. Mais à présent, on a plus de co-animation, c'est-à-dire que ce sont des binômes de formateurs qui assurent les enseignements à hauteur d'un tiers de la formation. Un membre du binôme est un formateur de l'INSPE, SPI, BFM, École normale, si vous voulez, donc qui est spécialiste des disciplines, on va dire. Et le second membre du binôme est par contre un spécialiste du terrain, c'est-à-dire un professeur des écoles. Et donc ces deux expertises, là c'est un véritable enrichissement pour les étudiants. Donc il y a du plus quand même, mais ceci dit, il y a pas mal de détracteurs vis-à-vis de cette réforme. Alors il la résume plutôt comme ça, des études plus longues, une rémunération qui commence plus tard et une précarisation des étudiants. Vous partagez ? Sur le plan social, c'est pas une avancée. Hein. Je pense que c'est difficile de nier ça. Est-ce que vous sentez des répercussions à Sarreguemines ? Est-ce que vous craignez une crise des vocations ? Est-ce que ça peut jouer, cette réforme ? Pour l'instant, on ne mesure pas encore parce qu'on vient juste on est dans le démarrage. Il y a quand même une crainte. Puis en plus de ça, là, on bénéficie du baby-boom de 2000. Qui fait qu'il n'y a pas encore d'impact. Au contraire, j'ai une petite augmentation dans les effectifs. Maintenant, c'est clair qu'il risque d'y avoir un impact sur les vocations, ça c'est clair. Pour être ingénieur, c'est Bac plus 5. Maintenant, pour être titularisé en tant que professeur des écoles, ça sera 6 ans après le bac. Ça fait beaucoup. Quel est le regard du coup que vous portez sur l'évolution de la profession, je dirais aussi bien le métier que la formation pour y arriver ? Alors sur la formation, il faudrait stabiliser les choses. D'abord parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les collègues sont épuisés. On prend plus de recul sur ce que l'on fait. À un moment donné, on a besoin de stabilité pour pouvoir progresser. Et puis s'ils ne sont pas satisfaits de ce que l'on fait, qui descendent, je dirais, l'inspection générale dans les INSPE, puis qui nous évaluent. Moi, j'attends ça. Pour le métier de professeur des écoles, c'est quand même un métier de plus en plus difficile. Hein. C'est un métier de plus en plus difficile parce qu'on enseigne de plus en plus de disciplines. Il y a 40 ans, on n'avait pas le numérique à enseigner, on n'avait pas les langues à enseigner, on n'avait pas l'éducation au développement durable à enseigner. Donc c'est un métier qui est de plus en plus riche. Et puis les jeunes n'étaient pas forcément les mêmes. Il y a de plus en plus de diversité parmi les élèves. C'est une richesse, mais c'est aussi difficile pour les enseignants. Et la société évolue très très vite. Donc les enfants d'hier ne sont pas les enfants d'aujourd'hui, et dans 40 ans seront vraiment d'autres enfants. Ça fait que les professeurs des écoles, comme les enseignants du second degré, doivent toujours être dans une logique de développement professionnel. Bon, on sent qu'il y a du boulot. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. On vous souhaite des temps meilleurs. Et puis nous, de manière un peu plus terre à terre, on va regarder justement le temps qu'il fera demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Non? Rassurez-vous, il y a une explication rationnelle à ça, la pleine lune. Elle s'est produite cette nuit vers 2h du matin et on risque de ressentir ses effets encore plusieurs jours. L'année dernière, des scientifiques suisses ont démontré que les soirs de pleine lune, les phases de sommeil profond sont réduites de 30%. Il est possible aussi qu'on mette plus de temps à s'endormir ou qu'on se réveille durant la nuit. Mais il y a également de bons côtés. L'énergie de la lune ce mois-ci est au plus fort et il y a donc de fortes chances que les vœux faits à la nouvelle lune soient exaucés.
En tout cas, ceux qui ont souhaité le retour du soleil seront servis. Il sera très généreux demain tout au long de la journée. Le ciel sera bien dégagé après les quelques nappes de brume du matin. Les températures resteront assez fraîches dans un premier temps avec 5 à 8 degrés, mais remontent ensuite jusqu'à 18 à 21 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Maurice et le soleil nous accompagnera de 7h18 à 19h29. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et espérons-le, une bonne nuit. À demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmitt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme si l'on pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. C'est un jouet mythique né au Danemark il y a presque 70 ans. Vous y avez sans doute tous joué. Je parle bien sûr des fameux Lego. Alors le succès est planétaire. Il y a des millions d'adeptes à travers le monde. En Moselle, des passionnés se sont regroupés en une association basée à Famec, Casse-Briques. Ils ont d'ailleurs organisé leur deuxième exposition récemment à Saint-Max. 21 passionnés de briques y ont déballé leur construction. L'occasion de vous montrer que les Lego n'est pas un simple jouet pour enfants. Plongeons dans l'univers Lego. C'est un grand jour pour Joshua, 9 ans et demi. Il arrive du pays de Beach pour participer avec son parrain, Jean-François, 47 ans, à sa première exposition de Lego, son jeu préféré. Les jeux de construction, j'adore ça. Et on peut un peu faire ce qu'on veut. Et il faut toujours avoir les bonnes pièces. D'habitude, je fais ça avec mon fils, mais comme je disais, il n'en fait plus beaucoup. Donc j'ai tout créé tout seul, mais cette année, en fait, j'ai invité mon filleul, à qui j'ai transmis la passion du Lego, en lui achetant des Lego, hein, comme on a fait pour nous quand on était petits. Alors j'ai fait une mock Lego Pokémon. Le foyer culturel de Saint-Max accueille la seconde exposition de l'association Casse-Briques. Une bonne trentaine de passionnés est en plein travail à la veille de ce grand week-end. L'origine de cette association, justement, ce sont des événements pareils. C'est pouvoir partager, donner une chance à nous, les fans, de partager notre passion avec toutes les autres personnes, hein, que ce soit d'autres fans, que ce soit des enfants, des adultes, des grands-parents, vu que Lego est très très vieux. Les affoles, adultes fans de Lego comme on les appelle, sont tous tombés dedans dès leur plus jeune âge. Et la passion ne s'est jamais affaiblie. J'ai signé avec. Moi c'est dans le sang, je suis danois à la base. Donc j'ai grandi avec. Petit, je m'étais toujours dit, si un jour je peux faire un travail dans le Lego, je ferai ça. J'arrive pas à faire un travail proprement dit, je gagne pas ma vie avec, mais c'est encore mieux, je m'éclate avec. Ce qui me branche dans les Lego, c'est construire, c'est inventer quelque chose ou voilà, je ne vais pas dire que c'est s'évader, mais moi j'ai besoin de ça. Quand je m'ennuie ou quand j'ai quelque chose à un petit peu évacuer, je vais dans ma petite pièce, j'ai une chambre spéciale Lego et je construis. Alors. Je suis tombé dedans très très jeune. Mon papa m'a offert ma première boîte à 5 ans. Et j'ai toujours fait du Lego, à part un petit peu quand je suis parti à l'armée. C'est ce que je dis, moi le Lego c'est ma thérapie, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller voir le psy, je construis, c'est tout. Il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. Et ce n'est pas Sébastien Sisteban, gagnant de la première saison de Lego Master France, qui dira le contraire.
Je pense qu'on le sait déjà parce que les AFOLS et les Lego, c'est une génération qui dure en fait. Ça se transmet, c'est un jouet qui se transmet de père en fils, de grand-père en fils. Ça date de 1955, donc c'est très vieux. Et puis l'intelligence du Lego, c'est que c'est compatible, le Lego d'avant est compatible avec le Lego de maintenant. Du coup, ça se transmet, c'est un objet qu'on passe de main en main et c'est plutôt sympa. Petite création ou plus gigantesque, avec des versions de toutes les époques, autant de Lego rassemblés dans un même lieu, il y a de quoi en perdre la tête. Joshua a ses préférés. Le bateau qui est derrière là, la moque là de neige, un peu de tout, et les statues là-bas. Alors aujourd'hui je suis parti sur les thèmes des séries télé et les films parce que les séries c'est d'actualité, j'en regarde quand même quelques-unes. Donc j'ai fait un peu de thème Stranger Things, les Ghostbusters pour les plus anciens, l'Agence Tourisque. J'aime tout ce qui est assez imposant parce que voilà, ça fait partie de ma coutume Lego de construire des grosses choses. Il n'y a pas de limite, c'est l'imagination, la créativité, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est fantastique. On peut détruire, reconstruire, c'est ce qu'on fait régulièrement et puis ça marche bien. Et si certaines moques seront démolies après l'exposition, il restera toujours les photos souvenirs d'un week-end d'exception. Merci. On s'intéresse maintenant à une autre passion, cette fois dans les airs. La colombophilie consiste à élever et entraîner des pigeons voyageurs. Une discipline peu connue sur notre territoire et pourtant, David Orès a rencontré Vincent Tellier, un colombophile installé à Enchenberg. Avec son pigeon Marilyn, il a même remporté le concours de Barcelone à l'échelon national. Comment a démarré cette passion? En quoi consiste-t-elle? Réponse en images. Voilà, là je vous présente Saphir. Saphir qui est un pigeon de très longue distance, qui a déjà participé à 3 Barcelone, un Perpignan, Pau et Marseille. C'est un pigeon très très calme. C'est peut-être l'un de mes meilleurs pigeons. Vincent, 57 ans, est un militaire à la retraite. Dans son jardin, il élève des pigeons voyageurs avec lesquels il participe à des compétitions. Dernièrement, il a remporté le concours de Barcelone, le plus prestigieux au monde, à l'échelon national. Cette passion, Vincent la cultive depuis toujours, c'est la colombophilie. C'est une passion du Nord-Pas-de-Calais. Dans tout village, il y a un colombophile. Mon père, mes oncles, mes cousins, ils avaient tous des pigeons. Donc j'ai baigné dedans tout petit. La discipline a son propre jargon. Enloger un pigeon veut dire le mettre en boîte pour le transporter. Constater signifie marquer l'heure de son arrivée. Et on dit jouer à pigeon lorsqu'on participe à une compétition. Vincent se souvient de la première fois où il a joué à pigeon. C'était le 14 juillet 1981. Les personnes qui étaient à l'enlogement n'ont pas voulu enloger mes pigeons parce que j'avais pas encore de licence vraiment. Alors ils m'ont fait une licence rapide et ils m'ont dit bon allez on te prend quand même, viens jouer avec nous. Et j'ai fait le premier avec 1 heure d'avance. Et du coup ils m'ont plus accepté et j'ai pas eu le diplôme, j'ai pas eu la coupe et je n'ai plus jamais joué avec eux, j'ai dû changer de club. La colombophilie associe l'élevage, la colombiculture, au sport et à la performance. Entraînement, soins, nutrition, tous les jours, Vincent est aux petits soins. C'est se lever aux aurores et se coucher très très tard. Ils rentrent à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, il faut veiller pour les voir arriver. Les entraînements consistent à les faire progressivement augmenter leur distance pour arriver à une journée de vol. Quand ils sont tout jeunes, je les entraîne autour du pigeonnier. Ensuite, je les amène à 2-3 km, 5 km, 10 km et j'augmente ainsi de suite la distance. Un pigeon comme Saphir est capable de voler 18 heures d'affilée avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 100 km/h. Parfois, les pigeons ne rentrent pas. Chaque voyage présente un risque à cause des prédateurs du ciel. Phase de test pour Vincent. À quelques kilomètres de son domicile, il tente un lâcher de pigeons avec de jeunes oiseaux n'ayant jamais voyagé. Le colombophile appréhende un peu. Ils comprennent pas ce qui se passe. Expérience réussie, après un départ hésitant, les pigeons rentrent finalement à la maison. Il faut qu'il y ait une complicité entre l'animal et l'homme, connaître ses habitudes, ses petits défauts, ses qualités, le faire performer pour qu'il rentre le plus rapidement possible. L'amour passe par l'estomac. Et c'est vrai que quand vous lui donnez bien à manger, quand vous le protégez, il y a quelque chose qui se passe entre l'animal et l'homme.
Vincent a construit lui-même ses pigeonniers sur des châssis de caravane, ce qui lui permettait de les déplacer lorsqu'il était muté. Chaque pigeon est identifié grâce à un matricule et Vincent sait les reconnaître. Avec certains d'entre eux, comme Saphir, il parvient à tisser une grande complicité. Quand je rentre dans le pigeonnier, c'est le premier qui vient à mes pieds et qui me regarde, qui me dit « Bon alors, qu'est-ce que tu nous apportes de bon aujourd'hui ? J'ai faim ou j'ai soif ?» Et je le comprends tout de suite, on se comprend. Cette complicité est peut-être le secret de ses performances. Pour Vincent, la colombophilie reste une leçon d'humilité. On dit que c'est le sport colombophile, même si nous on est crevés à la fin de la saison parce qu'on a beaucoup donné pour nos pigeons, mais c'est quand même eux qui font la performance. Un grand respect envers l'animal, l'incroyable façon dont il arrive à s'orienter. Même les scientifiques n'ont toujours pas compris comment il fait. Un mystère qui demeure, d'autant que les pigeons voyageurs ne sont pas des oiseaux migrateurs. Pour Vincent, l'aventure continue. Prochain objectif, remporter le concours de Barcelone à l'échelle internationale. Et c'est sur ces belles images de pigeons voyageurs que s'achève cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Vous avez rendez-vous avec Margot.